Alors je suis particulièrement heureuse d'accueillir Carole Gaillet-Viau ce soir. En effet, Carole Gaillet-Viau est chercheuse au CNRS et elle a fait une thèse de sociologie intitulée « L'égard et la règle, déboires et bonheurs de la civilité urbaine », soutenue en 2008. C'est une thèse qui va bientôt paraître ou qui est parue peut-être? Non, toujours pas. Sous le titre « La civilité, enquête sur les formes élémentaires de la coexistence urbaine » chez Economica. Et bien sûr, je pense que vous allez nous parler de ce livre, ainsi que peut-être de la recherche que vous menez actuellement sur les incivilités, je crois, ce qui n'est pas exactement le même sujet, peut-être même pas du tout. Vous nous en direz davantage. Je serai en tout cas très heureuse de vous entendre. Votre travail est pour nous tout simplement de la plus grande importance. Comme vous le savez, nous avons fait la part belle au terme de civilité dans notre manifeste et dans nos rubriques. Pendant 3 ans, nous avons nommé civilité une de nos rubriques où apparaissaient les enregistrements de nos rencontres. Désormais, c'est dans la rubrique hospitalité. La rubrique à civilité, après bien des discussions, a disparu en tant que telle. Non en raison d'un effacement de cette préoccupation, mais au contraire d'une présence plus marquée. C'est-à-dire qu'elle est la question de la civilité, au sens le plus général du terme, c'est-à-dire au sens aussi de ses voisins ou voisines, si je puis dire, est désormais plus explicitement articulée à notre réflexion sur la littérature. Nous avons inauguré en effet une nouvelle activité critique et une nouvelle écriture à l'intersection de l'éthique, du politique et du littéraire. Nous avons appelé ceci Scénette, et je voudrais lire la première que nous avons publiée, qui est due à Mathilde Faugère sur une citation de Simone de Beauvoir. Donc je cite Simone de Beauvoir: « Il aimait beaucoup faire son marché dans les magasins du quartier. Le cérémonial des conversations le ravissait. Bonjour monsieur, comment ça va? Merci beaucoup, très bien, et vous? Beau temps, vilain temps aujourd'hui, au revoir monsieur, merci monsieur. À Chicago, on achète en silence, me disait-il. » Donc voilà le commentaire de Mathilde Faugère. Le grand mot est lancé, comme ça en passant, le cérémonial. Le cérémonial, c'est ce qui concerne les cérémonies religieuses ou encore les règles sociales conventionnelles. Le dialogue rapporté par Simone de Beauvoir a en effet tout des répliques convenues d'une assemblée religieuse ou d'un dialogue de théâtre où chacun fait sa part, récite son rôle avec variation ici ou là. Pour le dire en d'autres mots, Algren, l'écrivain américain, l'ami des putains et des souteneurs, joue à la poupée. Il joue à la marchande sur l'ancien continent. Tout nous dit la distance, ce mot de cérémonial, l'insistance sur le monsieur quelque peu obséquieux ou simplement bourgeois, le foie gras et le Beaujolais qui apparaissent plus haut dans le texte, la chute sur Chicago. Pourtant, il aime ça. Et il se trouve que moi aussi, en général, et dans mon quotidien. Cela soulève des interrogations. Ce cérémonial de conversation, est-ce un pur folklore, monument national au même titre que le Beaujolais nouveau, destiné à ne plus apparaître que dans le journal de 13 heures? Suis-je poujadiste avec 60 ans de retard? Pire, toutes ces formules, ce dialogue sur le temps qu'il fait, les échanges de boutiques, de comptoirs, de guichets, ne sont-elles que des conventions de petits bourgeois? Pourquoi s'embêter après tout? Il s'agit peut-être d'oublier ce que la phrase sur Chicago nous assène clairement. Ce cérémonial, c'est celui d'un achat, d'un service monnayé, d'un échange qui devrait être clair. Il s'agirait de masquer, de faire semblant. Quelle est la part de mensonge dans la convention? Suis-je alors de mauvaise foi? Autre chose encore me frappe. À Chicago, on ne fait pas pareil. Est-ce à dire que l'on est moins civil à Chicago? Je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait le cas. À vrai dire, je suis persuadée que l'échange parisien peut être très incivil et que le silence de Chicago peut au contraire être plein de considération. Cela veut dire qu'il y a de multiples manières d'être civil, de manifester un lien, ne serait-ce que ténu, avec un inconnu. Y aurait-il alors quelque chose comme un dénominateur commun de la civilité, un élément qui fait que notre interlocuteur se sent reconnu en tant que tel? Que cherche-t-on à dire finalement quand on parle de la pluie et du beau temps, ou même quand on cherche à croiser le regard de quelqu'un? En somme, nous voudrions faire, en dehors de toute espèce de but épistémologique, ce que vous avez fait dans votre article. Je pense par exemple à cet article
qui s'intitule « La moindre des choses, enquête sur la civilité urbaine et ses péripéties ». Et je n'ai pas la référence exacte, peut-être que vous pouvez la dire. Oui, alors c'est dans un ouvrage en fait que j'ai co-dirigé avec Daniel Cheffaille et Mathieu Berger qui s'appelle « Du civil au politique, ethnographie du vivre ensemble » chez Peter Lang en 2011. Et donc il est dedans. Merci. Et donc, je me disais, en relisant cet article que je trouve comme le second, très beau, comme le second que vous nous avez aussi adressé, la politesse dans la relation pédagogique, élément de réflexion sur le réglage de la distance entre maître et élève, paru en 2008 dans un recueil collectif, celui-ci dirigé par, alors je ne sais pas si c'est Vincent Desoulières ? Non, c'est Valérie. Valérie Desoulières. Maître et disciple, les funambules de l'affection. J'ai été frappée dans donc, La moindre des choses par l'usage que vous faisiez d'un récit littéraire. Un passage de Yasmina Reza dans son roman qui s'appelle Dans la luge de Schopenhauer. Il est assez long, je voudrais simplement lire le début, je le résumerai après. Je marchais sur un trottoir plutôt étroit. Devant moi, une femme avançait avec difficulté, lentement, un peu en zigzagant, de sorte qu'il m'était impossible de la doubler. La femme de dos paraissait âgée. Il n'y avait rien d'anormal dans cette difficulté de progresser. Je veux dire qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de marcher lentement et en zigzagant. Je dois quand même ajouter qu'elle portait des sacs de chaque côté, tout en étant elle-même volumineuse. Et quand même, ai-je pensé, quand les gens portent des sacs, ils devraient savoir qu'ils portent des sacs. Cette femme a le droit de marcher dans la rue en portant des sacs, je le sais. Toutefois, on pourrait imaginer une manière de porter des sacs qui ne soit pas envahissante, etc. Alors, ce passage, ce monologue intérieur, raconte les états d'âme de la narratrice qui, pressée, ne parvient pas à dépasser cette femme volumineuse et portant des paquets des deux mains, les zigzagants. Alors, vous donnez à ce récit un statut presque équivalent à celui des témoignages que vous avez recueillis concernant ce type de situation, à côté donc de situations que vous avez directement observées. En dehors de toute espèce de but épistémologique, disais-je, pour nos scénettes, on pourra éventuellement revenir sur cette affirmation, disons que notre geste se situe, me semble-t-il, entre votre terrain et votre démarche analytique. Pourquoi est-ce que je dis entre? Je veux dire que nous allons demander au texte littéraire, nous commençons à demander au texte littéraire, de nous fournir des situations dramatiques, des mises en scène d'expériences socio-émotionnelles, grâce auxquelles nos commentaires, à mi-chemin de la littérature et du politique, dirais-je, questionnent le réel et invitent à un regard réflexif. Il s'agit peut-être d'éduquer nos regards et nos gestes. Je dis éduquer en faisant allusion à la citation que vous faites de Kant dans votre article « La politesse et la relation pédagogique », où Kant dit que éduquer, j'ai trouvé cette citation magnifique, c'est s'efforcer de produire ce dont on a soi-même besoin. Je dirais que nous cherchons, et c'est pour ça que c'est indissociablement, à mon sens, littéraire et politique, à affiner les perceptions. Mais c'est ce qui m'a énormément frappé dans vos articles, c'est à quel point votre pensée, est-ce que ça passe par l'écriture ou pas, jusqu'à quel point, comment la définir, je ne sais pas, mais à quel point votre pensée affinait nos regards. Et voici pourquoi je me sens particulièrement joyeuse de notre rencontre. C'est toujours beau, cette occasion d'affiner son regard. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation généreuse et stimulante. Alors, bon, du coup, j'ai envie d'enchaîner, mais je vais quand même me retenir et reprendre, disons, pour pas être trop brouillonne, la chronologie de la présentation que j'ai préparée, et puis j'essaierai de répondre et de revenir au fur et à mesure sur certains des points là que vous avez soulevés et qui sont des choses importantes
et qui me tiennent à cœur, notamment ce qu'on commençait à discuter par la bande aussi avant le début de la séance, voilà, la question du statut de l'écriture dans la description de la réalité et de la façon dont je me positionne par rapport à ça. C'est vrai, en prenant des libertés, notamment l'usage de récits littéraires auxquels je donne un statut finalement pas très éloigné de mes propres comptes rendus de description. Donc j'ai donné 2 textes. Le premier, donc La moindre des choses, il est finalement une sorte de synthèse de mon travail, et l'autre sur la relation pédagogique représente plutôt une sorte d'incursion un peu, une digression en fait, pour essayer d'éclairer l'ensemble et vous donner un aperçu un peu général de la façon dont j'aborde la question de la civilité. Je vais retracer le mouvement en fait, et notamment commencer par vous expliquer la genèse en fait de mon interrogation sur cette question, parce que je ne suis pas partie du concept de civilité en fait. Je suis venue à la sociologie en partant de la philosophie. J'avais une formation de philosophie à l'origine, et je suis venue à la civilité en passant par la sociabilité et l'hospitalité. C'est les 2 choses sur lesquelles j'ai commencé par travailler, et je me suis en fait au départ intéressée à la mendicité. Donc c'est ce cheminement. Alors ça peut avoir l'air d'un détour, mais c'est assez important ensuite, il me semble, pour comprendre quel type de questions j'ai voulu poser et comment du coup je ne me suis pas satisfaite de certaines définitions de la civilité vu la façon dont j'entrais et dont je me suis saisie de ce terme par rapport au phénomène que j'essayais de saisir et d'analyser. Donc je me suis intéressée à la mendicité, non pas en tant que pratique de ceux qui mendient, ni en tant que condition sociale liée à la pauvreté, mais en tant que relation entre ceux qui demandent et ceux qui donnent ou pas. Et donc c'est d'abord une expérience du côtoiement urbain qui m'a intéressée, une expérience banale et malgré tout marquée par une sorte d'incongruité persistante. Et donc j'ai voulu interroger la nature de ce à quoi il était fait appel dans ces interactions qui n'étaient même pas toujours vraiment des rencontres. Et j'ai essayé de décrire, donc ça c'était dans mes toutes premières recherches au moment de mon DEA, ça s'appelait encore un DEA à l'époque, essayer de décrire les métamorphoses de la mendicité comme des façons donc de se saisir de ce qui peut justifier le don. Donc j'ai essayé de comprendre à quel ressort la sollicitation du mendiant et notamment du mancheur, cette forme nouvelle, inédite de mendicité faisait appel, quels arguments elle déploie. Donc j'ai étudié ces figures nouvelles que sont les mancheurs, c'est-à-dire ces mendiants d'un nouveau type qui viennent porter leur démarche, font des discours dans les rames du métro et plaident en fait, composent de véritables plaidoyers pour susciter l'aumône. Et j'ai analysé cette démarche et ces discours et les arguments explicites et implicites qu'ils portaient. Alors ce qui est intéressant, c'est que la démarche du mancheur consiste dans son principe d'abord à renverser l'initiative entre donateur et donataire, dans le principe de se mettre debout, d'aller à la rencontre, de prendre la parole, pour que le verbe prête appui à la main tendue. Et donc j'ai essayé de comprendre finalement comment dans ces gestes et ces paroles, le mancheur tente de formuler la définition d'un lien qui oblige, et ça m'a intéressé de regarder finalement quelle définition de la culture morale et politique se trouvait mise au travail dans ces scènes. Et c'était intéressant de voir que ces discours ne puisaient ni véritablement au registre classique de la charité, ni à celui du secours, ni même tout à fait clairement au registre politique ou économique, disons de l'injustice socio-économique, de la solidarité, bien qu'ils y empruntaient des éléments de présentation de soi. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir justement comment finalement ces formes
ces tentatives pour mobiliser un geste qui devait prendre la forme de no-ball étaient là surtout, donc à la fois semblaient finalement troubler dans les références auxquelles ils pouvaient s'adresser, et se centrer pour finir beaucoup sur la constitution d'un ethos pour le mancheur lui-même qui soit suffisamment sympathique, suffisamment digne de justifier le don. Et donc, à distance d'un pathos trop accentué, à distance d'une culpabilisation trop importante, surtout souvent du côté de la performance humoristique ou quasi artistique pour certains. Et donc il m'est paru que les discours de la Manche finalement essayaient de compenser par la prise de parole le geste même et le discrédit dont il était porteur, le geste même de faire la mendicité. Donc j'ai défini les discours de la Manche comme des métadiscours sur la mendicité qui tentaient de racheter par le verbe le discrédit jeté sur la personne du mancheur du fait même de sa démarche. Donc ce qui m'a intéressé à partir de là, c'était plusieurs choses. Il y a eu plusieurs enseignements. Le premier, ça a été de ne pas prendre pour acquis la partition classique entre, d'un côté, la reconnaissance de stratégies rhétoriques, et donc une sorte de méfiance ou de dénonciation de ce que voudraient dire ces mots et ces discours, et de l'autre, le fait de prendre au sérieux ces situations, mais finalement indépendamment de ces discours en les considérant comme un mal nécessaire. Donc je me suis intéressée à partir de là à ce rapport des formes d'expression et de communication, aux stratégies, à la sincérité et à cette sorte de fuite en avant un peu fatale des formes d'expression de leur situation par ces mendiants dans ces situations. Un enseignement qui a été décisif pour arriver ensuite à la notion de civilité, ça a été l'attention donnée à l'expérience des passants, des usagers ou des voyageurs face à ces sollicitations. Leur expérience qui a été souvent définie dans la tradition sociologique. Bon, depuis Zimmel et ensuite avec Goffman, on a beaucoup défini la sociabilité urbaine à partir de son caractère superficiel, le caractère blasé du citadin, et Goffman a fait de l'indifférence civile le centre et le sommet de ce qui peut être attendu dans les interactions entre inconnus. Et ce qui m'a intéressé dans les interactions entre passants ou voyageurs du métro et mendiants, c'était que la sauvegarde de la face ou le maintien de l'indifférence civile ne pouvait pas être considéré comme analytiquement satisfaisante pour rendre compte de ces situations. Et ça, j'ai observé donc à la fois des formes de troubles, et ensuite dans les entretiens, ça m'a été confirmé par l'abondance des récits que me faisaient les personnes de leur tâtonnement et de leur définition encore provisoire et insatisfaisante, et de leur frustration quant à la définition possible de la bonne attitude à adopter. Donc tous avaient des histoires à raconter sur leur perception de ces situations, leur malaise et leur façon toujours finalement relativement insatisfaisante de faire avec. Et dans cette perspective, l'indifférence civile est apparue comme non pas un état naturel ou une posture morale, mais simplement une ressource possible qui ne disait pas le tout de l'expérience de ces situations. Et donc, il s'agissait dès lors de ne pas penser l'indifférence civile comme représentant la totalité de la norme. Si on s'intéressait à la norme au sens axiologique et pas seulement comme moyenne statistique, on ne pouvait pas réduire la sociabilité urbaine à la préservation de la face ou le fait, donc l'indifférence civile, c'est vraiment essentiellement cette façon de se laisser tranquille les uns les autres, de se marquer une reconnaissance minimale
pour que chacun puisse continuer à vaquer à ses propres occupations. Et donc dans ces situations-là, il semblait que même si la face des uns et des autres pouvait être relativement préservée, on n'en était pas forcément tout à fait quitte. Et la complexité et l'épaisseur morale et politique de ces situations et ce à quoi on se trouvait confronté en tant que personne dans ces situations ne trouvait pas finalement d'expression claire dans cette notion. Donc à partir de là, je me suis intéressée du coup de manière plus générale à l'épaisseur et à la portée de ces interactions furtives qui ne semblent pas porter à conséquence, dont finalement les conséquences dans la vie des personnes ne sont pas directement observables, mais qui pour autant constituent dans l'expérience du côtoiement de la coexistence urbaine des choses marquantes et souvent récurrentes ensuite dans les récits qu'on peut en faire. Donc c'est pour ça que dans la thèse, j'ai essayé de déployer en fait un questionnement assez générique sur le lien civil, justement comme donc en fait ce qu'on peut entendre comme ce qui va nous aider à définir dans nos interactions ordinaires ce qu'on se doit les uns aux autres en tant qu'on vit ensemble en société, ce qu'on se doit, ce qu'on peut se demander, ce qu'on peut attendre les uns des autres, ce qui nous permet de nous faire confiance ou ce qu'on est susceptible de craindre dans ces interactions. Et donc l'enquête que j'ai conduite a porté sur la civilité comme activité ordinaire dans les espaces urbains. Donc les lignes de métro, les bus, les rues, un certain nombre d'espaces ouverts au public, sinon publics sur le plan juridique, mais ouverts. Donc aussi bien les jardins que les gares, les terrasses de café, les guichets de poste, les caisses de supermarché, ce genre de choses. Et donc l'enquête que j'ai faite parallèlement, qui était aussi un prolongement presque involontaire de mes questionnements sur mon expérience d'enseignement et qui apparaît pas dans la thèse ni dans l'ouvrage, voilà, juste donner lieu à quelques papiers sur les rapports pédagogiques, mais sinon c'est vraiment sur les interactions urbaines qu'a porté l'essentiel de ma recherche. Donc c'est la question que je me suis posée, c'est donc la question d'essayer de comprendre comment se définit en situation et à toute fin pratique ce qu'est le respect dû aux autres, ce que sont les choses dues entre inconnus. Donc je me suis surtout intéressée précisément en contrepoint en fait de la conception notamment goffmanienne qui est très fortement ritualiste. Je me suis beaucoup intéressée aux perplexités, aux embarras, aux incertitudes et à la façon d'articuler les conventions d'une part et des questionnements sur le sens du juste et le sens du bien. Donc essayer de penser la civilité aux lisières des sphères morales et politiques et de penser l'articulation des usages avec leur côté apparemment très codifié, un peu plat, réflexe, enfin, et puis potentiellement finalement subi. Ce que j'appelle chez Goffman la tyrannie de la seconde personne, l'idée que finalement les codes de civilité sont compris souvent comme un contre-exemple de ce qui est l'expression de soi sincère, l'authenticité de ce qu'on peut avoir à dire et ce qu'on peut avoir de singulier, un archétype en fait du social dans tout ce qui peut avoir de rebutant, de contraignant, d'indigent, et contre quoi on peut finalement assez souvent trouver des éloges de la spontanéité, du naturel, de l'authenticité, de la franchise, enfin de tout un tas de choses qui sont communément considérées comme du côté
des qualités et des vertus. Et donc, voilà, mon travail a essayé de questionner cette partition. Donc, voilà, je vais vous donner quelques éléments sur les découvertes empiriques et du coup la façon dont ça m'a conduit à discuter des auteurs. Alors, notamment Goffman, parce que on y reviendra peut-être ensuite dans la discussion, sa théorie des civilités urbaines, des rencontres en public, a eu un rôle majeur, à mon avis, notamment dans les théories actuelles de la civilité, mais aussi dans les théories actuelles de l'incivilité. Alors, les principales caractéristiques de sa théorie de la civilité à Goffman, c'est d'abord le fait qu'il les compare, par exemple, il dit en tout cas elles ont un côté exemplaire comme le code de la route, ces règles de civilité. Il compare d'ailleurs beaucoup les déplacements urbains et les formes urbaines de coexistence au déplacement d'unités véhiculaires. Donc ces caractéristiques, c'est donc ce caractère rituel qui va pour lui avec à la fois l'évidence, l'accessibilité, la facilité. Leur caractère complètement superficiel, qui l'oppose, alors cérémoniel et superficiel et rituel pour lui, ça va de pair, qui l'oppose aux normes qui sont substantielles. Et donc pour lui, ce qui définit ces règles cérémonielles, c'est qu'elles sont essentiellement accomplies parce qu'elles ne coûtent rien à ceux qui les accomplissent. Donc leur intérêt et leur importance tiennent à la fonction qu'elles remplissent, une fonction donc de préservation des phases mutuelles et finalement d'huile dans les rouages de pacification. Donc sa vision du public est celle d'une scène où les personnes s'exposent les unes aux autres et où du coup les rituels de civilité fonctionnent comme des parades qui vont permettre aux personnes de se protéger en fait de ces occurrences potentiellement menaçantes que sont les rencontres. Il y a plusieurs problèmes pour moi dans la théorie goffmanienne de la civilité. Les trois principaux sont les suivants. Le premier, c'est qu'il va opposer, bien qu'il attache une importance tout à fait importante une grande importance dans ses descriptions aux apparences et au travail de production des apparences normales, il continue à discréditer les apparences et ne leur confère pas le statut de réalité, et il oppose à de nombreuses occurrences dans ses travaux les apparences à la réalité des sentiments ou des émotions. Et donc, sous prétexte qu'il y a un effort et des conventions qui sont à l'origine de la production des apparences convenables, il en fait le lieu d'une facticité. Et donc, en dernière instance, d'une fausseté. Donc il y a de nombreuses occurrences dans lesquelles il explique que finalement les égards qu'on a pour les gens n'ont rien à voir avec les sentiments qu'on nourrit à leur endroit. Et donc la déconnexion n'est pas seulement une possibilité accidentelle, mais il en fait une nécessité en disant que finalement c'est pas du tout pour exprimer ce qu'on pense ou ce qu'on ressent que ces formes sont là, c'est simplement pour maintenir l'ordre des situations. Un deuxième problème, c'est sa vision de la superficialité. Il en fait du coup des situations et de ce qu'il appelle l'ordre de l'interaction un ordre à part, ce qui va pouvoir être ensuite du coup isolé comme le micro sociologique, le présent des situations et du coup les phases qui émergent dans ces situations et qui sont des biens qu'on peut, pour ainsi dire, isoler. Et c'est tout à fait discutable, et notamment il y a une temporalité des situations qui s'accumulent les unes les autres, qui est décisive pour comprendre ce qui se joue dans les situations et les perceptions éventuellement diverses de ce qui se passe dans les situations, qu'il est important de prendre en compte. Un troisième problème, qui est finalement sous-jacent à sa théorie, qu'il explicite pas vraiment, mais qui me semble assez
assez omniprésent, en fait, c'est son anthropologie, l'anthropologie qui sous-tend sa théorie de la civilité, et qui est une anthropologie d'inspiration hobbesienne, dans le sens où il considère l'absence de heurts comme le centre et le sommet de ce qui peut être attendu de la coexistence. Donc c'est un modèle politique essentiellement agonistique, dans lequel le fait de ne pas s'entretuer est une sorte de définition maximale de la paix possible, et où la coexistence est conçue finalement comme une juxtaposition de personnes privées, et la civilité comme un instrument de contention de la violence. Donc il ne pense pas du tout un travail de transformation du disciple dans l'effort pour exprimer ce qu'il y aurait à dire. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Donc pour être plus concrète sur le plan empirique, parmi les phénomènes qui m'ont frappée, il y en a deux qui ont particulièrement compté. Le premier, c'est l'existence et l'importance des disputes de politesse. Le deuxième, c'est la découverte de formes que j'ai appelées, de manière pas tout à fait satisfaisante, mais je n'ai pas encore trouvé mieux, des formes désinhibées de sociabilité. Alors en ce qui concerne les disputes, c'est un phénomène qui est apparu, le premier phénomène qui m'est apparu et qui a été remarquable à la fois par son intensité et par sa fréquence. Je me suis rendu compte, alors il faut savoir que voilà, le contexte était déjà un contexte où on entendait beaucoup que la civilité était une valeur en déclin, et que enfin voilà, on a beaucoup décrit là encore la cohabitation urbaine comme le lieu par excellence de l'apathie et de l'anomie. Et du coup, j'ai été assez étonnée de voir que non seulement les gens ne sont pas si apathiques ou indifférents à la question de la civilité, mais qu'ils se disputent régulièrement pour savoir ce qu'il en est de la bonne façon de faire. Et ce qui était assez intéressant, c'était de voir à la fois l'intensité des émotions mises en œuvre dans ces situations, et le fait que les personnes elles-mêmes, sur le coup, soit les témoins, soit après coup les protagonistes eux-mêmes, avaient tendance à ne pas trouver de bonnes raisons en fait pour ces engagements, et donc avaient tendance à eux-mêmes déprécier leurs excès, leurs affects, en considérant que précisément ces situations ne portaient pas à conséquence. C'était des gens qu'on n'allait jamais revoir. Pourquoi est-ce qu'on se rendait malade pour quelqu'un qui semblait être sur le point de doubler dans une file d'attente, ou voilà, quelqu'un qui avait fait une sorte de queue de poisson avec sa valise à roulettes, ou une dame qu'on n'arrive pas à doubler parce qu'elle se croit imbue de sa vieillesse avec ses deux sacs et elle se déplace. Bon. Et donc, ça paraissait, enfin voilà, une sorte de commentaire assez unanime sur la disproportion des états de colère et de rage dans lesquels pouvaient se mettre les personnes prises dans ces interactions parfois difficiles, et puis la réalité des enjeux. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, moi, de faire davantage crédit aux personnes de leur bonne raison d'avoir ces émotions qu'elles ne se faisaient elles-mêmes. Ce qui était intéressant aussi, c'était du coup de voir finalement quels étaient les principes, parce que c'était beaucoup pour des questions de principe que les personnes finissaient par se mettre dans ces états. Et de voir aussi, donc de localiser, en fait, d'avoir comme ça une topographie de la susceptibilité sociale, de localiser les lieux qui étaient les plus sensibles, et de voir que finalement il y avait toujours à l'horizon une sorte de pédagogie ordinaire de la coexistence et du lien civil, parce qu'il y avait tout un lexique de ce qu'on peut se permettre et ce qu'on croit qu'on peut et on ne peut pas laisser croire, et pour qui se prennent les gens. Et donc vraiment toute une façon à chaque fois de définir les comportements, les attitudes, les tons, les gestes les plus infimes, donc toute une phénoménologie ordinaire pratiquée par les gens pour définir
des façons de se positionner les uns par rapport aux autres. Donc, dans la façon dont on circule sur un trottoir et dont on s'écarte ou pas, dans les gestes infimes, les individus repèrent des façons des modes relationnels et des façons de se positionner par rapport aux autres et de donner ou non une place et de manifester ou non un respect aux autres. Ce qui était intéressant aussi, là encore, de manière en contrepoint avec certains discours, c'était de regarder d'observer que on ne pouvait pas du tout trouver une partition binaire souvent supposée entre d'un côté des honnêtes gens et de l'autre côté une population d'incivils. Au fil même des situations, des personnes pouvaient finalement circuler de ce qu'on aurait pu schématiquement considérer comme une catégorie vers une autre, qu'il y avait notamment alors il y a des tas de situations, c'est-à-dire qu'au départ j'avais tendance à considérer, à essayer d'inventorier les règles et leurs ruptures, essayer de localiser les points de difficulté. Et je me suis rendu compte en observant notamment ces disputes que un nombre important de situations dégénéraient notamment en raison d'un centrage excessif sur les règles. Donc on avait par exemple des personnes âgées détentrices de cartes de priorité qui pratiquaient des formes d'agression préventive en allant mettre sous le nez de personnes assises leur carte de priorité. Et des discussions sur les préséances. Et le fait que finalement, le fait d'être bénéficiaire d'une règle de civilité ne puisse jamais être totalement confondu avec le fait d'être bénéficiaire d'un droit dont on pourrait se réclamer justement sans égard et sans donner d'abord à la personne la possibilité, sans donner à la personne le crédit, sans faire crédit à la personne de sa bonne foi et de sa bonne volonté pour elle-même manifester des égards. Donc il y a eu très vite, grâce aux disputes, la localisation de cette difficulté autour de la réduction de la civilité à ces règles. À la fois, il y avait des façons finalement qu'on aurait pu imaginer en infraction à certaines règles, mais qui, parce qu'elles étaient accompagnées de formes de précaution et d'égards, passaient tout à fait bien, et au contraire des gestes et des conduites excessivement arc-boutées sur les règles et les prérogatives qu'elles étaient censées porter, qui produisaient qui s'éloignaient des conditions de félicité de l'échange civil. Donc la compétence civile, du coup, c'est un petit peu compliqué grâce à l'analyse des disputes. Et est apparue à la fois, du coup, l'importance de l'initiative dans la manifestation d'une bonne intention et du coup dans l'appréciation de l'égard, le fait que la compétence civile n'était pas toujours évidente et que donc il y avait des tas de situations où les choses étaient compliquées, où il y avait potentiellement une pluralité de règles et où les règles dans tous les cas n'étaient que des ressources partielle et toujours insuffisante pour bien se conduire en situation, et qu'une chose importante dans la compétence civile, c'était d'utiliser les règles, bien sûr, mais toujours pour manifester une confiance, une bienveillance et faire crédit à l'autre de ses bonnes intentions et surtout faire la preuve soi-même de sa bonne foi et de ses bonnes intentions. Et donc l'initiative jouant un rôle tout à fait important dans la manifestation de la bonne intention sincère, précisément comme gage de sincérité et de bonne foi. Et donc avec le soutien et le support de la Convention, mais sans que la Convention ou la forme puisse à elle seule être jamais considérée comme suffisante. Et donc il y a un tas d'exemples dans lesquels on voit que précisément, que ce soit ce qu'on considère souvent comme les mots magiques, donc merci, bonjour, pardon, peuvent être utilisés de manière totalement, comme des antiphrases et faire l'objet de récriminations et de reproches,
précisément s'il n'y a pas ce qui l'accompagne et qui va manifester la sincérité de l'attention dont le mot est censé être le signe. Et donc, ces mots magiques ou ces gestes ou ces respects formels des règles ne sont jamais que des morceaux et des vecteurs de ces manifestations d'attention à l'autre et donc de ses égards, et ne saurait suffire à épuiser l'obligation civile. Le second phénomène, donc là, avec les disputes, j'ai du coup réfléchi et étudié aux sorties et aux échecs, aux sorties par le bas du registre civil. Et un débordement par le haut, en fait, s'est dessiné au pôle opposé, avec la découverte de la sociabilité de certaines figures, de certains personnages, en fait, de la vie urbaine, notamment, alors ce que j'ai appelé les figures du petit vieux et du bébé. Deux personnages, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, on décrit souvent la réalité sociale, finalement, notamment avec cette expression très malheureuse qui pour beaucoup de monter en généralité, comme si finalement le monde de la réalité était un monde de pure singularité et que petit à petit on faisait des agrégats qui permettaient d'aller en généralité. Mais en fait, la perception ordinaire ne fonctionne pas du tout comme ça, et on voit des généralités dans les situations singulières. Et donc, dans les interactions urbaines, on voit des types. Et donc, il y a ce travail de catégorisation, ou ce terme technique de typification convient mieux parce que c'est plus dynamique, mais peu importe. L'idée, c'est donc que dans les interactions ordinaires, des facteurs, des critères en fait, d'information visuelle permettent de s'orienter de manière très économe dans les situations. Et donc parmi les types saillants, c'est-à-dire ceux autour desquels il y a des formes de sociabilité un peu distinctes qui sont apparues, ceux du petit vieux et du bébé. Ce qui a été important pour moi, c'est de voir que dans certaines de ces situations, et là encore c'est notamment en comparaison avec la définition goffmanienne de la civilité que le contraste a été fécond à établir, on a là des sociabilités qui échappent totalement à des conceptions étroites pensées autour du respect de la règle, ou même pensées autour d'une vision territoriale de la civilité, donc comme un espace à défendre contre des intrusions. Dans le cas, et ça fait un peu référence finalement à cette sociabilité inutile, gratuite. Alors bon, dans le cas des échanges marchands, il y a toujours la possibilité de ce soupçon-là. Et c'est ça qui est intéressant dans la sociabilité autour des bébés et des petits vieux, c'est qu'on voit quand il y a un très jeune enfant, donc un bébé qui se promène dans la rue, comment les visages se tournent vers lui. Il y a des rapprochements qui ont l'air totalement gratuits, désintéressés, ludiques. Donc on retrouve des formes de sociabilité canoniques quasiment, c'est-à-dire voilà, où on a l'impression qu'elles ne sont jamais le moyen d'autre chose qu'elles-mêmes. Ça ne facilite pas la circulation, ça ne désamorce le spectre d'aucune menace. Les gens cherchent à rentrer en contact avec les bébés, à avoir un contact des yeux, à avoir des sourires. Et les personnes qui accompagnent le bébé se retrouvent, parce qu'elles sont secondairement contaminées par ce registre en fait que la présence du bébé pose. Donc, ce qui est intéressant à partir de ces formes-là, ces formes de rapprochement en fait, c'est qu'elles permettent de mettre en perspective ces autres formes d'échange civil plus moyennes et les écueils possibles partout où, dans ces formes plus moyennes, vont peser, à la différence de ces interactions-là, des formes de soupçon et la possibilité d'un risque d'instrumentalisation ou d'arrière-pensée. Donc c'est le cas dans les rapports avec les sans-abri, où il y a le risque justement que la sociabilité soit simplement mise au service de l'extorsion de quelques pièces. C'est le cas dans les rapports hommes-femmes, où il y a toujours l'idée que les formes les plus
anodines de sociabilité pourrait n'être que finalement le cheval de Troie vers des arrière-pensées liées à la prédation sexuelle, par exemple. Ça va être le cas dans un tas et donc il va y avoir toujours potentiellement, dans certains types d'interactions, des arrière-pensées possibles. Et la civilité, du coup, si on conçoit la façon dont elle va rendre possible des formes de rapprochement en fonction de ces risques et faire avec ces risques, on a, à mon avis, une conception déjà un peu plus large et plus riche, et une vision moins purement négative et défensive de la coexistence. Donc c'est à partir de là notamment que j'en suis venue à discuter ces conceptions purement agonistiques de la civilité comme contention de la violence, avec l'idée que finalement le summum de la félicité pour les interactions urbaines, ce serait simplement de se prémunir des risques de heurts. Et je cite à ce sujet dans un des papiers, mais ce n'est pas un de ceux que je vous ai donné, je crois. C'est un sur la relation passant-mendiant. Donc là, je la cite que de mémoire, je ne l'ai pas reprise. Une citation d'Hannah Arendt que j'aime beaucoup et qui dit très bien que une des difficultés dans la philosophie, bien souvent, c'est qu'on a tendance, mais c'est très vrai, plus vrai peut-être encore en sociologie, qu'on a tendance à penser toujours la nature humaine comme une pente naturelle vers le mal, par rapport à laquelle faire le bien ou se soucier du bien, ça serait au contraire un effort et quelque chose qui irait à contre-courant, et qu'on ne pense jamais le penchant ou la pente au bien. Et c'est finalement pour moi une des difficultés des théories actuelles de la civilité, et surtout quand elles sont comme ça étroitement articulées autour de formes défensives du respect, c'est-à-dire au sens de tenir en respect, faire en sorte que l'autre ne soit surtout pas intrusif ou menaçant. Donc voilà, pour finir, j'ai essayé de plaider du coup dans l'ouvrage contre la réduction de ces situations petites et de ces interactions furtives, donc souvent négligées au micro, mais je propose, et je suis en ça les recommandations de Patrick Faro dans son ouvrage qui est malheureusement épuisé, mais qui est un ouvrage important, Le civisme ordinaire, qui était un vieil ouvrage de 85, de considérer les situations comme des centres de perspective, donc de faire une vraie sociologie générale à partir de ces situations, de regarder comment les grandes questions se manifestent dans les situations les plus petites et comment les grands principes ou les grandes valeurs sont mises en œuvre dans les existences humaines et dans les situations les plus ordinaires. Donc pour moi, la civilité est une entrée féconde pour penser la culture morale et politique. Et donc, la prendre au sérieux impose de réconcilier ce qu'on a beaucoup séparé, c'est-à-dire d'un côté la morale et de l'autre côté les manières, et donc de penser dans leur unité les mœurs, donc pas réduites aux pratiques sexuelles, mais au sens plus ancien. D'identifier donc les tensions, les lieux de brouillage des évidences et du sens du juste, les formes de soupçon et les gages de confiance, mais aussi les lieux possibles de rapprochement. Et en ce sens, les interactions civiles peuvent être pensées non seulement comme le lieu de manifestation, d'expression, donc le reflet d'un état des mœurs, mais aussi comme un lieu de réflexivité et d'élaboration continue des normes de la coexistence, ce qui permet, il me semble, d'échapper à l'alternative assez stérile entre des approches formalistes qui déplorent la perte totale de la civilité sous prétexte que ces formes se transforment, et l'approche critique qui, elle, sous prétexte de dévoiler la vérité qui aurait derrière des formes toujours trompeuses, ne pense pas non plus la difficile articulation qu'il y a toujours à faire entre, d'un côté,
la possibilité de dire des choses dans une situation, et de l'autre côté, la possibilité de faire valoir ce à quoi l'on tient et ce dont on pense qu'il mérite d'être exprimé. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment pour cet exposé riche. J'ai une question toute bête. Les petits vieux, vous avez parlé des bébés, mais pas des petits vieux. Alors oui, c'est vrai. Les petits vieux, en fait, sont une figure aussi de la sociabilité désinhibée, dans le sens où ils se permettent d'interagir, là aussi de manière relativement gratuite, c'est-à-dire d'engager des conversations qui ne sont pas simplement articulées à ce que Goffman a appelé les réserves sûres, ou ce que d'autres sociologues ont appelé les tickets d'entrée, c'est-à-dire a priori l'idée qu'on ne peut pas s'adresser la parole pour rien entre inconnus dans les espaces publics, sauf si c'est pour demander l'heure, son chemin, etc. Enfin, il y a un certain nombre d'exceptions qui ne sont que des exceptions et qui donc à ce titre sont autorisées. Et j'ai observé que les personnes âgées, alors pas dans n'importe quelle circonstance, mais à partir du moment où il y a un côtoiement suffisamment durable, enfin une proximité physique, par exemple aux arrêts de bus ou même dans un bus, il y a des prises qui sont saisies de manière très facile pour eux, pour engager des conversations et faire des commentaires, et donc aborder les autres sans y avoir été invité, et sans que ça puisse prêter à conséquence, et surtout avec cette spécificité qui est qu'on ne va jamais se demander s'ils veulent nous vendre quelque chose ou s'ils ont des intentions cachées, c'est-à-dire que c'est immédiatement perçu comme une sociabilité voilà, qui n'est pas le masque pour autre chose dont il faudrait se méfier. Donc c'est voilà, c'est le lien est surtout celui-là. David? Merci de ce discours clair et facilement. Je me connais mal dans la sociologie en général, au vieux, donc quand vous avez parlé de Goffman, ça m'a beaucoup aidé. Donc merci. J'ai une question par rapport à ce dont vous n'avez pas parlé, c'est-à-dire la mise en fiction de la civilité et la mesure dans laquelle c'est pertinent. Parce que vous avez opté pour une étude de phénomènes empiriques observés dans la rue, dans les supermarchés, de civilité, mais il y a une représentation foisonnante de civilité, par exemple à la télé. Je ne sais pas si Seinfeld est une série qui a été appréciée en France, mais c'est peut-être la série de télévision la plus brillante produite aux États-Unis pendant les dernières décennies. Et chaque épisode est une méditation à propos de en quoi consiste la civilité dans de divers contextes, dans un parking, dans les restaurants, chez Alcoholics Anonymous, face à un bébé nouveau-né, qu'est-ce qui constitue un comportement civil face à un bébé nouveau-né, qu'est-ce qui n'est pas civil, ou face à un vieux qui vole des livres dans une librairie. Un tout petit vieux, justement. Alors, est-ce que... évidemment, ce n'est pas forcément votre rôle en tant que sociologue de faire une étude systématiquement de cela, mais est-ce que vous avez réfléchi à cela, et parce qu'il n'y a pas non seulement Seinfeld, tout le phénomène Larry David qui avait écrit Seinfeld, mais aussi Ricky Gervais. Donc, il y a toute une... je crois que l'interrogation de la civilité, mais ça a gagné des milliards de dollars aux États-Unis. Non, mais c'est faramineux. Combien cet angle a dominé la télévision américaine pendant plus d'une décennie. Donc, je ne sais pas si vous considéreriez cela comme pertinent ou intéressant ou pas.
Si, merci. Effectivement, alors c'est un corpus en fait qui m'attire beaucoup. Alors, j'ai une collègue qui s'appelle Sabine Chalvon de Mercé qui travaille sur l'articulation l'articulation des fictions, et notamment des fictions télé, justement à la réalité sociologique, en disant qu'il faut pas du tout faire comme si les fictions étaient hors de la réalité. Donc ça plaide, et je suis assez convaincue là-dessus par ses travaux. J'avais fait une année un séminaire avec elle où j'avais un petit peu travaillé là-dessus. Alors c'était sur le Dr House, moi, que j'avais fait une séance, parce que j'avais vu un épisode, donc c'était une des séries sur lesquelles elle avait travaillé. Elle a travaillé sur 24 heures, sur Urgence, enfin sur pas mal de choses, mais aussi sur Dr House. Et dans Dr House, il y avait une séance, alors parce qu'il y a toujours des maladies incroyables. Et donc là, la maladie, c'était génial. C'est vraiment une thématisation directe de notre sujet. Il y avait, je sais pas, un truc dans le cerveau qui marchait pas bien. Du coup, le type, il avait la maladie de dire tout ce qu'il pense. Tourette syndrome. Voilà. Mais non, parce que c'est pas exactement ça, le syndrome de Tourette. Non. Le Tourette syndrome, c'est quand on dit. Non, c'est quand on dit des insanités. Donc on fait crédit aux gens que c'est pas la même chose. Donc là, il dit tout ce qu'il pense. Alors déjà, ne serait-ce que, mais bon, il y avait ça, cette espèce de, finalement, il y aurait un espace, parce que c'est très intéressant philosophiquement. Alors déjà, Alain avait écrit des choses intéressantes là-dessus sur la colère et le rapport entre la colère et la vérité, et avec lesquelles je suis assez d'accord. L'idée, c'est, si on a une conception de la vérité qui est spatiale, topographique, on a l'idée qu'il y a une sorte de case dans notre tête où on a la vérité de ce qu'on pense, et il y a un rideau civil, et hop, si la civilité est levée, alors là, c'est vraiment l'horreur. Donc vite, masquons. Mais évidemment, le problème, c'est que c'est une conception, idiote, c'est-à-dire, mais bon, qui est dominante alors en même temps. Bon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout l'idée qu'il y a un processus temporel d'élaboration d'une pensée, et que donc, finalement, la première chose qui nous vient n'est pas forcément la vraie. Et donc c'était ça qu'Alain disait en même temps, si on dit toutes les choses qui nous passent par la tête, on ne dit pas forcément les choses vraies, parce qu'il y a un temps pour élaborer une pensée, et c'est pas l'immédiateté qui est le gage de la vérité, bien au contraire, ça peut être l'inverse. Et donc cette idée que côté un peu spontanéiste, et il y avait un traitement là-dessus dans cet épisode. Moi, je pense que les fictions, et donc je peux les utiliser. Là, pour l'instant, je l'ai fait de manière un peu illustrative, mais je pense vraiment que c'est un corpus tout à fait intéressant, et que dans les fictions, notamment télé contemporaines, il y a des thématisations de toutes les questions sociologiques et philosophiques qui nous intéressent. Et ce qui est très intéressant pour moi, précisément dans la perspective d'inspiration à la fois phénoménologiste et pragmatiste dans laquelle je suis, c'est-à-dire où je regarde pas les valeurs à partir de sondages d'opinion. Est-ce que vous pensez que c'est bien la civilité ou pas ? Mais plutôt comment les gens, justement, essayent de manifester ce à quoi ils tiennent dans les situations. La fiction, elle fait ce travail magnifique de mettre en situation les choses. Donc, il y a des dilemmes moraux, mais qui sont situés, qui sont dans des univers avec des environnements, avec des personnages qui ont une consistance. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc, pour les mêmes raisons que la philosophie s'intéresse à la littérature, la sociologie peut aussi s'y intéresser. D'autant que, même si on peut quand même continuer à faire la différence entre des phénomènes observés et des phénomènes, des situations racontées dans le cadre de fiction, il y a après l'idée qu'il y a des producteurs de fiction, et ça c'était dans les travaux de cette collègue quelque chose d'intéressant, d'aller regarder comment des scénaristes de fiction réunis comme ça en quasi-séminaire s'interrogent sur ce que peut faire un héros. Donc voilà, on a le Dr House ou un tel. Lui, puisque ses vertus, ses qualités, son histoire, ce sont celles-là, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation, qu'est-ce qui est vraisemblable, qu'est-ce qui est acceptable de sa part. Et donc, il va y avoir, de toute façon, une possibilité sociologiquement de ressaisir la façon de penser la norme
sociale. Donc oui, c'est un corpus tout à fait intéressant. Moi, j'avais fait dans la thèse juste, je m'étais intéressée à des extraits, notamment dans les publicités télévisées, qui mettaient en scène les rapports entre inconnus et les péripéties de ces rapports. Mais j'ai pas fait le travail, mais c'est un travail qui serait intéressant à faire, de constituer des vrais corpus et de les analyser de manière autonome. Ouais. J'aimerais bien enchaîner sur cette question, d'une autre manière, c'est la question de la temporalité que j'ai trouvée très très éclairante dans l'article que j'ai cité au début. Les petits vieux, est-ce que c'est un type, ou est-ce qu'on peut faire l'hypothèse, et surtout comment pourrait-on trancher qu'ils datent d'une autre époque, et donc qu'ils sont les témoins ou les traces d'une autre civilité. Je vous pose cette question, évidemment, pour des raisons théoriques et un peu par provocation, si je puis dire, mais aussi parce que je me souviens, j'ai vécu un peu en Italie, à Florence, et je me souviens d'avoir... donc là, j'avais une trentaine d'années. Oui, une trentaine d'années. Je me souviens d'avoir été absolument saisie et parfois, je dois l'avouer, exaspérée ou plutôt agressée, parce que parfois j'avais vraiment envie de rester en moi-même, par le fait que attendre un bus à Florence, c'était fatalement être interpellé dès que quelqu'un arrivait, de tout âge, et qu'il y avait cette conversation immédiate. Alors, par rapport à vos critères, est-ce que c'était utilitaire ou pas? J'ai envie de dire oui, dans un certain sens, puisque la première question inévitable, c'est « ça fait longtemps que vous attendez le bus ?» parce qu'il y avait ensuite un calcul de combien ça allait durer. Mais en vérité, une fois que vous aviez répondu à cette question, ça ne s'arrêtait pas là. Autrement dit, on était dans ce qu'en linguistique on appelle le fatigue. Et il allait de soi que attendre un bus en Italie n'était pas être livré à soi-même. Qu'il n'y avait donc pas du tout ce que vous avez présenté comme la civilité indifférente. Je ne sais plus quelle est l'expression de Goffman, visiblement. Alors, j'ai envie aussi de vous dire, de vous demander plutôt, votre enquête, c'est donc sur la civilité urbaine, et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on passe du côté de la civilité pas urbaine, et ce qui voudrait dire aussi, est-ce que la civilité d'un village-bourg de 800 habitants aujourd'hui n'est pas proche d'une civilité urbaine de l'époque où les villes avaient 800 habitants. Bref, on peut faire comme ça toute une série d'hypothèses, et en particulier pour les petits vieux. Bon, il faudrait savoir si c'est un caractère, comme c'était par exemple dans la rhétorique d'Aristote, les vieillards, les jeunes, etc. Si bien dans un sens, on a envie de dire, oui, c'est évident, il y a bel et bien du caractère de jeunes, de vieux, etc. Mais de l'autre côté, le fait est que, pour moi, c'est pas symétrique le petit vieux avec le bébé, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la typologie du bébé et la typologie du petit vieux, ça me paraît pas être de même nature. Il paraît beaucoup plus évident que le bébé, c'est paradigmatique, qu'il y a quelque chose quand même de paradigmatique, et pas le petit vieux. Le bébé, il est pour rien, au fond. Il est pour pas grand-chose. Non, mais je suis d'accord avec ça. Le fait que ça soit pas symétrique. C'est-à-dire, je suis d'accord. Après, sur la question de urbaine et alors, pas urbaine, il y a deux choses. Le fait que la sociabilité urbaine, elle soit marquée justement par les rapports d'étrangers. Donc c'est vraiment en sociologie l'opposition canonique entre les sociétés traditionnelles d'interconnaissance
et les sociétés où l'interconnaissance n'est pas possible et où donc c'est ce qui caractérise l'hospitalité urbaine, c'est qu'elle s'exerce entre étrangers en tant qu'ils sont étrangers. Donc elle ne passe pas par la levée de l'étrangérité pour pouvoir créer le rapprochement, c'est le rapprochement dans la distance, et donc c'est une forme spécifique. Et de ce point de vue-là, ce qui était intéressant pour moi en le regardant dans l'espace urbain, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ces formes du coup plus liées à des sociétés traditionnelles et donc qu'on pourrait trouver dans le monde rural éventuellement, où donc ça serait une sorte de rémanence des formes de sociabilité, d'interconnaissance. Mais là, c'est pas le cas. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est juste que précisément dans les critères qui sont pris en compte pour se jauger les uns les autres en ville, quand il y a des tas d'éléments, mais l'âge est cet élément qui va asseoir qui va faire de la sociabilité citadine et presque très impersonnelle, un lieu où des critères domestiques, d'une certaine manière, vont avoir encore une pertinence. Et donc, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais c'était intéressant pour moi de regarder que, précisément, on n'est pas dans un régime de pure équivalence et de pure impersonnalité. Et il y a cette dimension-là. Et une forme du coup de privilège de la personne âgée qui peut être variable selon les types de villes, qui à mon avis est sans doute plus importante dans les cultures latines que dans les pays anglo-saxons. Les situations que je décris, ce n'était absolument pas lié à l'âge. C'est-à-dire que il y avait ce qui m'était apparu, c'était au fond comme un présupposé d'une non-étrangeté, comme le présupposé que quelque part on se connaît, ou qu'on va se comporter comme si on se connaissait. Il y avait d'autres situations qui m'avaient frappé de ce côté-là, par exemple. Alors en plus de ça, je vivais 1 mois et demi à Paris, 1 mois et demi là-bas, alors j'étais en permanence dans la comparaison comme ça. Ce qui m'avait frappé, c'est que si quelqu'un allait rater son arrêt parce que le chauffeur s'arrêtait pas, etc., le bus entier intervenait immédiatement. Alors qu'à Paris, ça arrivait, je préfère dire ça arrivait que ça arrive, parce que c'était vraiment contemporain, les deux observations. Ça arrivait, mais rarement, avec énormément de retard, et pour des personnes particulières. Par exemple, un petit vieux qui rate son arrêt, sûrement on finissait par l'aider. Mais il n'y avait pas ce concernement. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose comme un concernement. Voilà, et ce qui m'avait énormément frappé, c'est qu'il y avait des barrières sociales, enfin de ce qui serait des barrières sociales, ce qui m'apparaissait comme des barrières sociales infranchissables à Paris, ne l'était pas à Florence, c'est-à-dire un homme manifestement très, disons, de la grande bourgeoisie, pouvait, parce qu'il était à côté du chauffeur, engager une conversation avec le chauffeur, commenter ce qu'il voyait, etc. Il y avait une évidence du contact en premier. Et c'est pour ça parce que vous ne m'avez pas vraiment répondu à ma question de est-ce que le petit vieux ne pourrait pas être une trace. Comment est-ce qu'on peut éliminer cette hypothèse? C'est que en même temps que de temps en temps ça me... Alors quand j'observais, ça m'allait très bien. Ce qui m'allait moins, c'est alors que j'étais à mon arrêt de bus et parfois n'ayant vraiment envie de parler à personne, la personne qui se pointait m'obligeait à avoir une conversation avec elle. En revanche, la situation par exemple de l'usager parlant immédiatement au chauffeur de bus me rappelait des choses de mon enfance. Voilà. Comment est-ce qu'on... Voilà, de toute façon, j'en sais rien, je n'ai pas de réponse. Je voudrais dire simplement comment est-ce qu'on peut faire. Parce que je sais bien ce qu'on vous dit très vite dans ce cas-là, c'est...
on va vous objecter la nostalgie du bon vieux temps, des choses comme ça. Oui, il y avait plus de contact. Voilà, de contact. Je sais bien que c'est pas plus satisfaisant de faire cette hypothèse. Ou alors, troisième hypothèse possible, je suis déjà en voie de devenir une petite vieille et par conséquent, je m'autorise, je suis prête à m'autoriser ce que je pense avoir existé dans mon passé de plus chaleureux, de plus... Ouais, non, c'est une troisième hypothèse, après tout, tout à fait sérieuse. Ce serait ça le caractère du petit vieux, de pouvoir mobiliser un passé fantasmé et plus chaleureux, un passé plus chaleureux. Enfin, tous les petits vieux sont pas comme ça, parce qu'on a l'inverse que vous racontez très très bien à propos des cartes de priorité. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas, enfin, dans les sources, j'ai pas fait d'études historiques, donc je peux pas répondre parce que c'est vrai que les témoignages sont finalement divergents là-dessus. Et il y a des dénonciations de l'anonymisation et du refroidissement des rapports qui sont en fait très anciennes. Alors, je sais pas. Brice, après, Jean-Paul. En fait, c'est une question autour d'une chose que j'étais pas très bien comprise. Mais j'ai l'impression que l'un des premiers éléments de votre discussion de Goffman, c'est de dire voilà, mes relations ne sont pas impersonnelles. Et comment je prouve, comment j'arrive à cette démonstration, c'est en remarquant qu'il y a des disputes et que notamment dans les entretiens, il y a un trouble, une perplexité quand il s'agit de traduire ce qui s'est passé, voire même au moment même de la rencontre, il y aurait ce trouble. Et de là, vous déduisez que dans les interactions urbaines, il y a quelque chose, il y a une part de l'intériorité en jeu des personnalités, et que donc ce n'est pas simplement une question de masque, et vous faites l'hypothèse que la civilité, ça met en jeu l'intériorité des agents. Et toute cette partie-là, je la trouve très convaincante, très importante. Mais ensuite, j'ai l'impression que vous opérez un pas, et c'est là où j'ai du mal à comprendre, peut-être que j'ai mal compris la première étape, un pas très moral, je trouve. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'intériorité qui est en jeu dans les relations sociales, mais cette intériorité révèle une pente au bien. Enfin, vous avez parlé d'Armand, vous avez parlé également de sincérité de la part des personnes. Et toutes les hypothèses sur la pente au bien des gens, je me demande à quoi elle vous est utile. Ensuite, comment vous la prouvez à part pure hypothèse d'écriture qui est légitime également, mais disons qui n'est pas basée sur qui est moins fondée épistémologiquement. Et enfin, est-ce que vous en avez vraiment besoin pour définir la civilité, que la civilité soit en jeu soit concernée par une question normale? Au fond, ce ne serait pas très grave qu'on soit civil par désir de faire du mal. Qu'est-ce que ça change? Je crois que ça changerait tout. Alors, en fait, quand je parle de la pente au bien, bon, c'est vrai que là, du coup, la référence était peut-être un peu amenée avec maladresse. L'idée, en fait, c'est vraiment pas du tout d'être moraliste au sens de définir des contenus de ce qui est bien. C'est plutôt d'avoir une définition extrêmement
économe de la moralité comme le souci de bien faire, c'est-à-dire, pour moi, la civilité, c'est précisément quelque chose qui ne peut fonctionner que comme une activité tendue vers le souci d'équilibrer différentes exigences, à la fois sans sortir dans la situation, ce sur quoi a insisté Goffman, et en même temps faire valoir quelque chose comme un sens de ce qui est juste. Donc j'ai vraiment une définition du bien assez aristotélicienne, c'est-à-dire assez ample, qui inclut le bien et le juste, c'est-à-dire et c'est pour ça que toutes mes analyses montrent qu'en dernière instance, ce qui rend les gens fous, c'est précisément quand il y a des choses qui sont injustes autour de ces situations de cohabitation, et au contraire, la pente au rapprochement, je ne dis pas enfin là-dessus, j'ai pas moi-même de normes en disant il faudrait qu'il y en ait davantage. Ce que je dis juste, et là encore, ce qui est important, c'est la perspective dialogique par rapport à ce qu'est un état de la théorie de la civilité et par rapport auquel j'essaie de souligner des contrepoints. Donc du coup, c'est vrai que alors, j'ai beaucoup de discussions là-dessus avec mes collègues sociologues qui ont beaucoup de mal avec ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est que souvent on considère quand même à la fois que précisément quand les gens se comportent en ayant l'air d'essayer de faire de leur mieux, les sociologues se sentent toujours obligés de chercher des raisons derrière parce qu'ils pensent que c'est un truc d'imbécile de prendre au sérieux les manifestations. Donc il y a quand même quelque chose comme ça, cette espèce de sociologie des non-dupes, de toujours, et donc il y a une sorte de mise en abîme en fait épistémologique de la civilité en termes de façon de faire crédit aux gens du fait qu'ils peuvent avoir un vrai souci d'essayer de bien faire dans les situations et donc de leur faire crédit de leurs bonnes intentions, d'essayer d'en rendre raison dans la description. Après, je veux pas avoir, enfin voilà, pas décrire un monde qui serait un monde de bisounours ou moi-même imposer ce que je pense être les bonnes façons de faire. J'essaye de décrire, et en passant par la description, j'essaie de montrer les possibilités, ce que les gens considèrent, et donc de réintroduire un certain nombre de façons de faire dans le spectre de ce qu'est l'échange civil, et de montrer que voilà, il ne se réduit pas à simplement s'empêcher de se faire du mal les uns aux autres, par exemple. Ce qui est, je ne dis pas que c'est pas une ambition légitime. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des formes minimales et très instrumentales qui ont leurs vertus. J'essaie juste de montrer en fait qu'il y a à côté de ça d'autres formes possibles qui sont généralement juste pas identifiées ou alors considérées hors champ par rapport à la définition de la civilité. Et je pense que c'est problématique. Justement parce que du coup ça donne des définitions très défensives, très restrictives, très légicentrées, où voilà, on pense de manière très manichéenne et très binaire le respect de la règle et sa transgression. Donc voilà, ça a plein de conséquences de ne pas avoir une conception dynamique et pluraliste de ce qui est recherché de ce qui peut être recherché dans l'échange civil. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de montrer ce que les gens investissent dans ces situations et qu'effectivement, il y a des émotions parce qu'il y a un sens moral et un sens de la justice ordinaire qui s'y exercent, que c'est là que se forme aussi l'opinion sur qui sont les autres avec qui on vit, que la capacité d'agir, elle se teste et elle s'expérimente là aussi, etc. Donc de ne pas penser, voilà, l'impersonnalité, c'était aussi ça, c'était pas seulement de dire les gens y tiennent de manière viscérale, donc c'est bon, mon objet compte pour faire un truc plus gros. C'était de montrer que ça a une place importante dans la vie des personnes et dans leur expérience du monde commun. D'accord, donc ce qui est important, c'est d'écouter les acteurs, d'écouter leurs propres valeurs, et que ce sens moral, il est constamment en conflit entre
entre les acteurs, sans possibilité d'arrêter ce conflit. Pas de manière. Enfin, le sens moral des uns et des autres n'est pas incommensurable. Hein, il y a vraiment beaucoup de. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses. Et moi, c'est ce sur quoi, évidemment, là encore, je me suis attardée parce que précisément la civilité est tellement considérée comme ce qui va de soi que c'était intéressant pour moi d'identifier tout ce qui allait pas de soi. Et donc c'est vrai que sur les rapports hommes-femmes, sur les questions de génération, sur les rapports de solidarité, sur les rapports interethniques, les interactions sont chargées, leur portée voilà, ce qu'il faut faire pour bien faire, ça va moins de soi, et donc ça plonge les gens dans des abîmes de perplexité, et ça fait aussi l'objet de disputes. C'est-à-dire pour essayer de régler, voilà. Et il y a il y a aussi après enfin voilà, alors il y a des monologues d'exaspération. Et j'ai récolté aussi des témoignages en forme de confession. Par exemple, une militante RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, qui avait envoyé sur une liste de discussion un message où elle racontait il y avait une descente de police rue du Regard, à côté de l'école d'études, dans un endroit où il y avait pas mal de sans-papiers qui étaient installés. Et le lendemain, elle arrive près de cet endroit pour aller voir un peu, savoir ce qui s'est passé. Et elle croise dans la rue, à quelques rues de là, un grand type noir, et elle lui demande alors... Et le type savait pas du tout de quoi elle parlait, et donc elle raconte dans son message, mais vraiment voilà, mais j'aurais fait un bon flic, mais comment ça se fait? Et moi j'ai cru parce que c'était un noir qu'il était sans papier, alors je suis vraiment... Et donc pour moi c'était très intéressant parce que en fait ça dit voilà, c'est pas juste le sociologue qui réfléchit sur la façon dont les gens se perçoivent et se catégorisent mutuellement et qui dit voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, il y a les bonnes catégorisations, les catégories... Non, en fait les gens passent leur temps, et c'est pareil pour les jeunes qui s'expliquent, qui se disent les uns aux autres, ouais vas-y laisse ta place à la dame, sinon après qu'est-ce qu'on va dire des jeunes? Et les vieux entre eux, ah bah ouais, faut pas s'étonner qu'on dise que les vieux sont grincheux, si vous vous comportez comme ça, madame. Il y a cette espèce de réflexivité sur les catégories dont on est un représentant plus ou moins malgré soi, et donc il y a en permanence un travail voilà, de pédagogie mutuelle, d'élaboration de ce qu'il est possible de faire les uns vis-à-vis des autres. Donc pour moi, ce niveau d'évaluation de ce qui est possible, de ce qui est acceptable, c'est ça la morale, c'est pas les grandes vérités dogmatiques, c'est vraiment juste des appréciations en situation, des jugements sur ce qui vaut. Mais c'est pas des valeurs qui sont dans le ciel des idées. C'est une manière de réfléchir les événements et puis d'essayer de les évaluer. Ouais. Oui, je suis à la fois. Moi, la pente ou bien ne me dérange pas parce que il me semble que dans la civilité, il y a une sorte de devoir d'entretenir l'autre dans son existence. Si personne ne veut de nouveau, par exemple, vous en venez à me demander ce que vous faites là, et vous devez mourir, enfin vous tuer, de manière beaucoup plus vraisemblable. Et sans doute que si on se demandait pourquoi telle personne s'est tuée dans son endroit, etc., on pouvait se souvenir de parler par des mouvements, de ce genre de choses. Donc il y a bien un mal auquel la civilité répond. Non. Parce que c'est pas le temps que quelqu'un se tue. Que quelqu'un quoi? Que quelqu'un se tue. Oui, bon, si c'est gênant, mais la discussion se tenait au-delà du modèle agnostique, précisément. La civilité, c'est là pour écarter la possibilité de l'entre-chose. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a évidemment des. Au fond, déjà, je suis d'accord avec vous, il y a des limites qui définissent pour chaque personne un bien. Mais pourquoi dire bonjour comme ça à une personne qu'on connaît à peine? Sinon, pour leur manifester qu'à nos yeux, elle mérite d'exister. Non, moi je dirais que à cette question, je répondrais que je fais vraiment
Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que... Moi, ça me fait penser à un extrait que j'aime beaucoup de Si c'est un homme de Primo Levi, où il raconte de manière assez poignante quand il est mis au travail, ce qui lui sauve la vie. Il travaille comme chimiste, je crois. Et à un moment, donc il est dans ce camp. Et il se déplace dans la boue, il marche, etc. Et puis il y a en face de lui un SS qui arrive, qui trébuche dans la boue et qui se relève. Et parce que lui, il est sous sa main, littéralement, il est à portée, et qui s'essuie en fait donc sur Primo Levi, parce qu'il a les mains pleines de boue, il s'essuie sur lui comme ça, et puis il continue son chemin. Et donc Primo Levi a toute une analyse finalement de ce geste-là comme l'essence de la violence et de l'inhumanité du nazisme, plus que le reste pour lui d'une certaine façon, parce que c'était sans animosité. C'était juste le déni d'humanité de l'autre, sans même y faire attention. C'est-à-dire, il n'y avait même plus l'intention de... Et donc voilà, évidemment, dans la reconnaissance la plus minimale et la plus élémentaire, dont participent sans doute les formes civiles, il y a à l'inverse ce stade-là, c'est-à-dire le fait de... ce truc qui est définition de la morale chez Kant, de jamais traiter l'autre comme une chose, ni comme un moyen, mais toujours comme une fin. Donc c'est la reconnaissance de l'humanité de l'autre. Et donc, bien sûr, à mon sens, les égards sont quand même organisés beaucoup autour de ça, du fait que l'autre est une personne et que donc sa présence n'appelle pas le même type de comportement et de geste que la présence de quelque chose qui ne serait pas humain. Fondamentalement, est-ce que lorsqu'il y a quelqu'un, il faut lui parler, ou bien au contraire, il faut le laisser tranquille? On imagine très bien deux sortes de villes organisées, dans l'exemple italien tout à l'heure des enfants. On peut imaginer des villes qui ont sans doute dû exister, où la règle de civilité, pour justement maintenir l'ordre dans son existence, est complètement différente. Par exemple, imaginons que je descends dans l'immeuble, j'ai oublié les clés. Est-ce que je vais crier par la fenêtre à quelqu'un qui va me les lancer, ce qui dérange tout l'immeuble, ou bien est-ce que je vais gentiment remonter pour aller chercher mes clés? Ce sont deux modes d'organisation de la ville qui sont complètement différents. Je me demande si à l'heure actuelle, on parle de l'immigration, notamment qu'on ne dit pas le côtoiement de modes de civilité complètement différents. S'il n'y a pas à cette occasion des gens, par exemple, des formes d'exacerbation de différence volontaire, ou agressive. Et face à ça, des tolérances nouvelles. Parce que vous avez parlé de la dispute, mais lorsqu'il y a une dispute, combien de gens avant ont supporté, alors passivement ou avec tolérance, la gêne occasionnée? Je me demande si des formes de civilité. En fait, ça aussi, c'est la question. Est-ce qu'il y a des devoirs de civilité généraux constants, ou bien est-ce que un groupe humain donné peut inventer de nouvelles formes de civilité? Il me semble par exemple que quand on meurt dans le métro, certaines personnes, de manière classique, ne disent rien, mais de plus en plus souvent, beaucoup de gens s'excusent, et s'excusent de manière très marquée. Soit comme s'ils craignaient je ne sais quelle violence, ou bien comme s'ils avaient pris conscience du problème possible. Et ça, cette espèce d'hyper-politesse de quelqu'un qu'on a fait, ça me paraît nouveau. Je me demandais si on ne pouvait pas observer, ou si vous n'aviez pas déjà observé des inventions de civilité, en fait. Je pense que, comme dans à peu près
toutes les normes, il y a un niveau anthropologique un peu général qui est un plan très... enfin voilà, ce qu'on disait avant en fait, c'est-à-dire des façons de se comporter quand il y a des humains qui sont présents, qui vont être spécifiques à la reconnaissance du fait qu'ils sont présents et qu'ils sont des humains. Bon, après, non, les formes, forcément, elles sont contingentes historiquement. Et donc, oui, la civilité, c'est sans doute quelque chose qui est un invariant et dont les manifestations, elles, sont variables. Et quant aux innovations, oui, il y en a, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu, enfin moi au début de mes enquêtes, le téléphone portable n'était pas encore aussi répandu qu'il l'est maintenant, et donc j'ai pu observer les transformations des comportements liés à ça. D'abord le fait que les sonneries étaient au départ en fait beaucoup plus bruyantes, beaucoup plus gênantes, et donc c'était le principe de la sonnerie qui faisait irruption et qui a été perçu comme une incivilité. Puis petit à petit, il y a eu tout un tas de déclinaisons d'usages autour de ça, et les usages se sont réajustés, et donc maintenant les sonneries sont moins bruyantes, et puis c'est plus seulement les gens qui répondent et qui parlent, mais il y a le fait de parler mais trop longtemps ou de parler mais trop fort, et en fait souvent les personnes peuvent dire voilà, je ne peux pas rester parce que je suis dans le bus, et donc il y a une façon de s'adresser à son interlocuteur mais aussi au public. Donc il y a en permanence, à partir du moment où il y a des transformations des situations, il y a des transformations des usages, et donc des innovations adaptatives, on en voit oui, tout le temps. Après, sur votre question sur qu'est-ce qu'il faut faire, enfin voilà, une ou plusieurs civilités, et quand il y a quelqu'un, faut-il lui parler, enfin voilà, sur les différents modèles en fait et leur cohabitation. Voilà, j'ai pas de proposition, j'ai pas de programme politique sur ce que serait la bonne civilité. Je vois effectivement qu'il y a une... alors, ce que vous disiez sur les disputes, c'est juste, c'est-à-dire qu'un des problèmes des disputes, c'est précisément en général qu'il y en a un qui arrivait à un niveau... C'était ça aussi, ce que montrait très bien l'exemple de Yasmina Reza, c'est pour ça que je l'avais cité dans le texte. C'est voilà, il y a cette façon, c'est la logique du procès d'intention qui est souvent présente dans l'offense. Et il y a aussi des accumulations. Donc il y a une personne qui s'est fait déjà bousculer X fois. Donc il y a des accumulations. Donc deux personnes qui se rencontrent et qui vont se disputer, elles n'ont pas, c'est pas dans la situation seule et dans le petit temps. Souvent que c'est passé l'histoire. Il y en a une qui a une autre histoire et qui arrive avec des épisodes précédents qui ne sont pas évidemment forcément équivalents à ceux de la personne qui est en face. Donc il y a bien sûr un problème d'asymétrie dans la façon dont on arrive dans les situations, et la civilité est précisément la capacité à faire avec ces manières différenciées de percevoir, et donc d'essayer de trouver langue commune et un espace commun. Donc c'est pour ça que dans les analyses, j'en viens à déplacer un peu le curseur du contenu même de la règle ou de l'objet d'attention au principe à la fois de l'initiative pour montrer le souci, et aussi du crédit persistant fait à la bonne volonté d'autrui, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont quand même très liées à l'attention et à la disposition d'esprit qui va se manifester comme ça. Parce que voilà, il y a des moments où le crédit qu'on fait à la bonne intention d'autrui pour bien nous traiter simplement, vacille. Il y a des et on voit ça en permanence, et du coup la civilité ça va avoir partie liée à la tolérance pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir faire crédit aux autres de leurs compétences et de leur bienveillance, y compris dans des situations où on a des signes apparents qu'ils sont négligents, qui se prennent pour on sait pas, enfin voilà, des tas de choses qui sont tout de suite et contrairement aux relations ancrées,
dans les interactions entre inconnus, il n'y a pas de contrefort pour précisément faire que les apparentes infractions ou les déceptions, en fait, ne sont que des accidents. On va tout de suite avoir tendance à avoir des lectures symptomales des choses, c'est-à-dire, voilà, si elle prend toute la place, c'est qu'elle se croit tout permis. Parce qu'on n'a pas de contrepoint qui permettent de faire davantage crédit. Donc il y a un vrai effort sur lequel mise la disposition, l'exigence civile, mais qui n'est pas aisé à produire, qui demande une énergie. Et c'est pour ça qu'en fait, sans doute la principale cause de problème, c'est des formes de relâchement. Sarah ? Dernière question. Une question commence un peu comme celle de Brice, peut-être. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous vous distinguez de Goffman, justement, contre une vision d'un monde hypocrite. J'ai aimé la subtilité que vous proposiez, et quand on travaille sur le XVIIe siècle français, on est souvent face à cette alternative pour l'interpréter, soit une interprétation en termes de masque et de si on suivait à la lettre la Rochefoucauld, quoi, soit au contraire accorder du crédit justement à ce qui se passe entre. Mais simplement en reprenant, j'étais juste avant que Brice me prenne la parole, je reprenais une note et puis je suis moi aussi tombée sur le bien, et puis je me disais, alors je ne l'aurais pas présenté comme ça, mais c'est vrai que je ne savais pas trop quoi en faire. Et alors, ma question c'est aussi, et en lisant les articles, quand on s'était réunis, quand vous n'aviez pas pu venir, on en avait vraiment beaucoup parlé. En pensant à toutes ces situations, j'ai l'impression aussi qu'elles sont très emprises sur l'humour, le plaisir, des choses en fait plus gratuites que le bien, le dire un peu mal. Ce léger déplacement, je ne prétends pas du tout déplacer ce que vous faites, mais je me rends compte que je vous suis et je trouve ça beau aussi l'impression dont vous dites l'importance qu'il y a à faire crédit aux bonnes intentions de l'autre. Mais quand je pense à plein de situations, j'ai l'impression que ça me paraît légèrement surligné, avec peut-être un tout petit peu trop intentionnel par rapport à des expériences que j'en ai. Et donc sans dire comme Brice, qui après tout qu'une civilité était basée sur l'intention de faire mal, c'est pas grave, qui est provocatrice, peut-être pour questionner le bien, je pense. Mais moi je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un soupçon de plus gratuit dans cette civilité? Et je pense que vous avez dû voir ça dans ces échanges, tous ces moments où en fait on est civil, où on reçoit la civilité comme quelque chose d'un peu d'excitation sans but, quoi. En tout cas, c'est sûr que le bien commun n'est pas évident. Mais il y a de la séduction, il y a beaucoup d'humour. Vous avez dû voir que dans les échanges, il y a toujours, comme il y a un effet de brillacité, souvent il y a de l'humour. Évidemment, c'est pas toujours aussi heureux, quoi. Et donc, voilà, quelle place vous faites à ces choses qui sont moins directement hantées sur le bien? Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai insisté là-dessus c'est-à-dire, moi, j'ai pas l'impression que quand les gens font des mimiques un peu ridicules au bébé, ça fait, ça produit le bien de l'humanité. Comment dire? Voilà, c'est le caractère ludique de la sociabilité et gratuit et que ça produit rien, si ce n'est des plaisirs furtifs et fugaces. Donc après, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée et appuyée là-dessus, notamment dans les disputes sur la dimension de travail réflexif sur les normes, et où là, il y a des enjeux qui relèvent pas seulement, mais voilà, alors encore une fois, de la conception de l'exigence morale dans un sens très élémentaire et très générique de ce dont on a l'impression que ça vaut et de ce pourquoi on est prêt justement à se disputer. Mais c'est vrai que il y a aussi des formes précisément donc c'est pas l'accomplissement d'un sens du bien ou d'un sens moral dans un sens très sérieux. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut pas non plus avoir une conception excessivement intentionnelle. Je suis très d'accord, et c'est vrai que là c'est sans doute aussi un effet de mes contre-pieds de forcer le trait en sens inverse, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. De toute façon, on peut supposer que le bien
il vient d'un type d'échange où ce genre de zone de graphisme est possible. Enfin, ça ne serait pas du tout déconnecté d'un bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a, enfin voilà, le fait de faire exister ces espaces, pour penser la civilité et l'activité, voilà, de penser les possibilités de rapprochement, les possibilités de jeu des intéressés, les plaisirs furtifs et les façons de disputer ce qu'on croit juste. Enfin, c'est des modalités qui toutes doivent être prises en compte et j'essaye pas du tout de réduire à une seule. Je voudrais vraiment au contraire montrer la pluralité des formes et le fait que voilà, on est très loin de l'inventaire de règles qui mettent d'un côté des prescriptions, de l'autre côté des interdits, et puis voilà, il suffit de les connaître et de les appliquer. Donc tout ça, c'est à chaque fois des façons de documenter ça, mais oui, je suis très d'accord. Jean-Nicolas. Il faut revenir sur le statut de l'écriture dans la méthode du sociologue. C'est une promesse. Ce que je pose alors, la question que je voulais poser avant, parce que là, en fait, d'abord, j'avais quand même envie un peu de réagir contre l'hypothèse de Brice, que je trouve assez terrible, c'est-à-dire suggérer qu'on puisse être civil en voulant faire le mal. Tu nous proposes un cas de figure de liaison dangereuse pour la civilité. On peut. Donc. C'est pas seulement ça. Comme Sarah l'a dit, il y avait pour moi une manière d'égaliser bien mal, peu importe le nom qu'on les avait. Non, mais je sais pas. Bon, ok, tu veux qu'on reporte à une autre fois une discussion. Bon, enfin. J'ai entièrement convaincu par ce que Sarah a souligné. Il y a la question de l'humour, etc. D'accord. D'ailleurs, les traités de civilité du XVIIe siècle, ou les traités sur la conversation, n'arrêtent pas d'insister sur le plaisir. L'idée que partager du plaisir, c'est forcément faire du bien au groupe. Non seulement que l'un fait du bien à l'autre, mais au groupe. N'empêche que j'ai envie de soutenir ce que vous disiez d'une perspective morale, au sens où ça fait partie. Depuis le début, la transition, nous discutons des valeurs, de la beauté, de choses comme ça, jusqu'à quel point on ne va pas s'enferrer en réhabitant, je voudrais dire ça comme ça, c'est d'accord, en réhabitant ce qui a souvent été des tabous, enfin des mots qu'on n'avait plus le droit on n'avait même plus le droit de les habiter. On n'avait plus le droit d'habiter le mot moral, on n'avait plus le droit d'habiter le mot valeur, on n'avait plus le droit d'habiter le mot beauté, etc. Alors moi j'ai l'impression que ton hypothèse finale, elle renvoie à dire on ne va pas l'habiter, on va faire comme si. Et même, bon, excusez-moi, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais même, je pense au très beau texte de Starobinsky sur La Rochefoucauld, qui s'appelle Les morales substitutives, qui montre que chez La Rochefoucauld, il n'y a pas qu'une affaire de masque. Hein, c'est plus compliqué que ça, La Rochefoucauld. Mais alors, du coup, tout ça me faisait penser à quelque chose. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez quel genre de relation théorique vous entretenez avec les philosophies du Caire, voilà. Mais parce que après évidemment la question de l'écriture. Excuse-moi Jean-Nicolas, je te passe la parole tout de suite après. Bon, c'est trop vaste. Les relations que j'entretiens avec les théories du Caire. Les théories. Nous rien, enfin pour l'instant. Non, c'est compliqué parce que les théories du Caire, telles qu'elles sont en France, c'est pas très homogène. Donc, moi, je lis, j'aime beaucoup certains philosophes et des philosophes moraux qui ont plus ou moins été mobilisés dans la philosophie du Caire, comme Annette Bayer, et donc sa critique de la théorie de la justice. Donc voilà, il y a des choses qui ont un lien avec les théories du Caire et dont je me sens proche. Après, c'est vrai que
Bon, alors la définition par exemple de Tronto qui est très articulée autour du besoin et de la réponse aux besoins, moi du coup ça me va pas. Et c'est pour ça que j'avais voulu garder dans les textes que j'ai écrits sur la mendicité le terme de don, parce que je trouvais justement que c'était le seul qui désignait le geste et la relation sans avoir à spécifier d'emblée la nature de l'objet. C'est-à-dire, et donc on pouvait parler d'envie de donner sans savoir quoi précisément. Donc le care, pour moi, d'une certaine manière, il est surspécifié de multiples façons. Donc c'est plutôt en amont, dans ces inspirateurs, que je trouve des arguments extrêmement pertinents et féconds, et voilà, notamment la critique la critique sociologique et anthropologique du sujet philosophique. C'est-à-dire, on n'est pas un citoyen qui vote, on est un jeune enfant qui a besoin d'être... et on est amené dans le monde par une communauté, comme on est amené à la langue, parce qu'on est dans la langue. Donc voilà, il y a tout un arrière-plan sur la constitution de la personne que je trouve important. Après, je sais pas, les philosophies du care, c'est... Bon voilà, ça va comme élément de réponse. Et alors sur le statut de l'écriture, oui. Question. Donc, on voulait revenir à la question sur le statut de l'écriture, et donc vous suggérez aussi dans sa présentation. La chose vue, c'est déjà un genre, d'une certaine façon, on est déjà dans le littéraire, et comment le sociologue se fait-il compteur de ce qu'il rapporte, narrateur de ce qu'il rapporte, et comment s'inscrit-il dans quelque chose comme un genre littéraire, dans une écriture, un travail d'écriture en tout cas. Alors, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, occupée. Il y a vraiment toute une tradition de réflexion là-dessus en sciences sociales, en fait, sur le statut de l'écriture, et des textes notamment en anthropologie à partir des années 70-80, ce qu'on a appelé le linguistic turn, et donc tout ce côté, des textes qui ont fait date en disant ce que fait le sociologue, il écrit des textes, et donc avec ce qui a été un peu ensuite dénoncé comme le tournant postmoderne, en disant finalement, puisqu'on écrit des textes, il n'y a plus du tout d'écart entre des textes de fiction et des textes scientifiques. Alors ça a été un énorme problème de conscience pour les sociologues qui veulent produire des connaissances et pas seulement des récits, qui seraient des récits parmi d'autres. Et donc c'est un enjeu assez important, et c'est vrai qu'il y a alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que par exemple aux États-Unis, les sociologues, ils ont travaillé l'écriture de manière à être beaucoup plus divertissant. Il y a un souci du lecteur qui est un peu différent. En France, c'est vrai que quand on ouvre les ouvrages de sociologie, souvent ils tombent des mains, on s'ennuie très vite, c'est vraiment écrit, et il y a une articulation à mon avis très dommageable entre une certaine idée du sérieux académique et puis un certain format littéraire qui est vraiment abominable. Et donc et voilà, mais en même temps, pour des raisons épistémologiques, il y a une sorte de considération de la littérature comme quand même quelque chose dont il faut continuer à se distinguer. Et moi j'ai de plus en plus c'est aussi parce que j'ai un poste, donc maintenant ça m'a déjà mais le sentiment que qu'on y perd beaucoup, c'est-à-dire que dans l'écriture, la vraie question, c'est la description de la réalité. Et c'est vrai que souvent la difficulté épistémologique, c'est de penser qu'il y aurait une réalité brute, et ensuite donc il faudrait la saisir, la capturer, la restituer telle quelle. Donc d'où par exemple les fanatiques de l'enregistrement. Et ensuite on viendrait ajouter l'analyse, etc. Mais c'est complètement, à mon avis,
erronée comme perception de la réalité, c'est-à-dire c'est exactement ce que je disais sur la perception. La perception est toujours déjà informée par des catégories, c'est comme ça dans la vie ordinaire, et donc le sociologue il ne fait pas exception à la règle, et donc quand il va décrire une situation, il va découper dans le réel, il va rendre compte d'une perception. Et donc même si on enregistre avec un magnétophone ou avec une caméra, il y a toujours le découpage, parce que sinon, à part passer une vie d'enregistrement sur laquelle la vie d'une personne suivante vient... Enfin, ça n'a pas de sens. Donc le fait qu'il y ait des problèmes dans un monde qui vaille qu'on les étudie, enfin voilà, il y a tout un tas de présupposés théoriques qui font que quand on décrit, on est déjà, alors moi je ne pense pas qu'il faille appeler ça la subjectivité, mais précisément des perceptions, des angles, des points de vue, et on peut pas, voilà, pour moi on ne peut pas être sans point de vue. Et du coup le problème littéraire devient moins un problème déjà, c'est-à-dire que après c'est une question de méthode, de pas avoir seulement une description d'une expérience à partir de laquelle on va réfléchir, mais d'essayer de saturer des récits, des expériences, de chercher des contrepoints, et donc voilà, le fait de... Donc pour moi, on peut tout à fait utiliser des récits littéraires, et on devrait tous essayer d'écrire de manière moins lamentable les sciences sociales pour qu'elles soient agréables à lire et pour que la qualité justement de l'expérience soit restituée de la manière la plus vivante et la plus juste. Et donc le souci de la justesse dans l'écriture, voilà, là on est comme un auteur à essayer de restituer des morceaux dans des textes. Donc il y a quand même à plusieurs moments une parenté très forte dont je pense qu'on a tort de trop se défendre.